La Terre est un système biogéochimique complexe dans lequel il y a de nombreux processus qui interagissent et ce qui inclut les actions humaines. Ces processus sont typiquement non linéaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de grandes perturbations à certains moments lorsqu'on s'approche notamment de seuils qui fait qu'on peut avoir des changements de comportement et une bonne gestion de notre environnement ferait qu'on devrait être prudent et se tenir assez loin de ces seuils-là, de manière à ce que nos conditions de vie, le fonctionnement de la planète ne soient pas perturbés de manière exagérée par l'ensemble de nos activités. Donc, 9 de ces limites ont été identifiées par un groupe de chercheurs mené par Rockström. Puis, je vais d'abord aujourd'hui discuter de 3 de ces limites, celles qui sont le plus reliées à l'atmosphère. Ces limites sont la pollution de basse altitude, sont l'éclaircissement de la couche d'ozone et la dernière, les changements climatiques. La pollution de basse altitude concerne vraiment notre santé en premier lieu. Lorsque l'on rejette des gaz industriels ou par nos activités urbaines ou même agricoles, dès qu'on fait des rejets dans l'atmosphère, ces gaz se mélangent et finissent par changer la composition de l'ensemble de l'atmosphère. Lorsqu'on parle de pollution de basse altitude, c'est que lorsqu'on est près de certaines sources intensives, bien, la pollution ou l'effet de diffusion, de mélange n'a pas le temps d'agir, puis on est exposé à des concentrations de certains gaz ou de particules fines qui sont au-delà de ce que notre corps est comme équipé pour fonctionner, puis ça peut nous causer des problèmes de santé importants. Donc, il faut vraiment veiller davantage à une meilleure qualité de l'air partout sur la planète pour réussir à maintenir notamment notre santé. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé évaluait qu'en 2012, il y a 7 millions de morts qui ont été associés directement à des questions de qualité de l'air. La couche d'ozone, quant à elle, affecte aussi, ou protège plutôt notre vie, parce que cette couche d'ozone, qui est un gaz à assez faible concentration dans la haute atmosphère, ces 3 atomes d'oxygène qui sont combinés ensemble pour faire de l'ozone. Ils ont pour effet d'absorber l'essentiel des rayons ultraviolets qui arrivent du Soleil. Et ces rayons sont très nocifs pour la vie. Et essentiellement, si on est exposé à un rayonnement ultraviolet intensif sans cette protection, il n'y a pas vraiment de vie possible là, à la surface de la Terre. Donc, cette couche-là doit être protégée et en fait, sans trop le savoir, et c'est un bon exemple de ce que sont les limites biogéochimiques, c'est que certains des gaz industriels que l'on a développés ont eu pour effet de s'accumuler dans cette très haute atmosphère et de détruire une partie de l'ozone, notamment au niveau du pôle sud de l'Antarctique, où un immense trou dans la couche d'ozone a été découvert au courant des années 80, ce qui a mené à des actions énergiques au niveau international. On pense là, au protocole de Montréal notamment. C'est un bon exemple parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on n'a absolument pas anticipé cette chose-là et il est arrivé un certain seuil où un dérèglement s'est produit alors que nous, on vaquait à nos activités courantes sans soucier. Et aussi, c'est un bon exemple parce que la communauté a réagi de manière très efficace à contrôler ces gaz-là, puis on constate déjà une amélioration de la situation. La 3e limite qui touche l'atmosphère, c'est les changements climatiques. C'est notamment des gaz à effet de serre dont les concentrations s'accumulent dans l'atmosphère suite à nos activités et qui renforcent ce qu'on appelle le phénomène d'effet de serre. En termes simples, c'est qu'une partie de l'énergie qui est libérée par la planète Terre sous forme de rayonnement, qui, pour aller vers l'espace, et en traversant l'atmosphère, est accumulée par les gaz présents dans cette atmosphère-là, et en partie retournée vers la Terre. C'est un processus tout à fait naturel qui est lié à notre atmosphère et qui est en fait très bénéfique parce que la Terre serait beaucoup plus froide sans ce phénomène et ne serait pas vraiment habitable. Tandis que le problème qui survient ici, c'est qu'en augmentant les concentrations, bien, on active le phénomène, puis ça a pour effet de réchauffer l'ensemble de la planète.
on a constaté par observation une hausse qui n'est pas encore tout à fait presque 1 degré, ce qui, en termes de moyenne climatique, est considérable déjà. Puis, on note déjà des signes de dérèglement au niveau du climat, des précipitations, une recrudescence d'événements plus violents notamment. Puis, c'est là que des outils diagnostiques mis au point par des scientifiques peuvent nous guider sur les actions qu'on pourrait poser, sur leur pertinence, pour essayer d'enrayer ce problème. Aux yeux des scientifiques qui étaient regroupés par Rockström, c'est un exemple où la limite a déjà été dépassée, c'est-à-dire que notre influence sur l'atmosphère est déjà au-delà de ce qui aurait été prudent de faire et qu'il faut trouver des moyens non seulement de diminuer l'action dans le futur, mais je dirais même trouver des moyens de changer littéralement notre façon de faire. C'est quand même un souci constant de la communauté scientifique. Le GIEC, là, qui est le groupe international qui étudie les changements climatiques, a récemment sorti un 5e rapport avec toujours plus de précision, toujours plus d'avancées. Puis une des conclusions qui me semble intéressante de ce rapport, c'est que les conséquences sont très directement liées au cumul des concentrations depuis le début de l'industrialisation, depuis à peu près 1750. Ce qui fait que, oui, on peut chercher à réduire nos émissions, ça serait bien, mais on voit aussi qu'il y a une certaine urgence parce que c'est le cumul qui a le plus d'incidence. Ce qui fait que si on n'agit que dans 20 ans, bien, on ne pourra pas enlever ce qui a déjà été émis. Et donc, les conséquences, elles, vont rester importantes.